Salut à tous, épisode Sunweb numéro 7. Sunweb, cette team qu'on a prise sur WorldDB 20 et à partir de laquelle finalement pas mal de choses viennent et on est en deuxième saison. On est au stade de la planification de la deuxième saison. Je vous avais montré d'autres choses déjà à la fin de l'épisode précédent par rapport à la planification. On va se balader en Australie, on a de quoi faire. Et on retournera ensuite sur le chemin des classiques. Pourquoi une page blanche? Parce que PCM 2019, à la base, c'était une page blanche. J'ai commencé, et je voudrais repréciser 2-3 petites choses par, évidemment, tenter un truc avec Mathieu Van Der Poel. Vous le savez, majoritairement. Après, c'est vrai qu'est venu le temps du cannibalisme, c'est-à-dire l'envie de tout gagner, l'envie d'entourer Mathieu de sorte que il puisse réaliser l'improbable, soyons clairs. Et puis parallèlement, une série Astana qui, elle, est plus raisonnable quelque part. Plus raisonnable dans le sens où elle va finalement prendre une équipe qui est déjà installée World Tour, etc. Continuer quelque part dans une certaine logique. Parallèlement à ça, l'envie avec Corendon Alpecin à ce moment-là se fait d'approfondir. Et je m'attache à Astana, ce qui fait qu'en fait ces deux séries-là, je ne peux pas les arrêter. Je ne peux pas les arrêter parce qu'elles ont encore des ressources, elles ont encore pas mal de choses à proposer, surtout que les épisodes Astana, souvent, c'est un peu des tutoriels au niveau de pas mal de choses, mais notamment au niveau de la planification en début d'année, donc c'est important. Et puis m'est venue à un moment donné l'idée, un peu par blague, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien défier un petit peu les choses qui me paraissent bizarres ou injustes. Et j'ai eu envie de sauver Benoît. Bon, ok, très bien. Mais en fait, ça a donné envie d'aller beaucoup plus loin avec Sunweb, puisque j'ai voulu aussi récupérer deux mecs avec qui j'avais jamais joué, qui étaient Kwiatkowski et Asgren. On va en reparler juste après. Et puis, parallèlement à ça, on est en saison 4 avec Corendon, qui est une saison d'aboutissement. Remco sur le Giro, j'en passe, et des meilleurs. Et avec Astana, je vous proposerai le 22 dans pas longtemps également. Sur une fin de Giro, on a des choses à découvrir encore sur le plan de stratégie, même si le jeu parfois nous saoule, et qu'on en voit parfois certaines limites, il faut quand même l'avouer. Allez, resituage terminé, ça n'existe pas en français mais c'est pas grave. On passe à du Sunweb pur et dur, mais je voulais que vous compreniez d'où on vient sur cette chaîne par rapport à PCM et où l'on va également. Alors, on va attribuer, j'ai que 3 leaders, c'est marrant, hein. Le jeu, via passage dans PCM Career Explorer, le jeu m'a laissé 3 leaders, c'est logique, en fait c'est lié au statut des coureurs. Et donc, mes 3 têtes de proue, en fait, je pourrais en rajouter une 4ème, voire une 5ème, dans l'idéal. Je vais développer ça un petit peu après. Toutefois, Asgren, Kwiatkowski, Benoît sont mes 3 têtes d'affiche, bien évidemment. Ensuite, ce qui est clair, c'est que Jack Haig et même le Suisse Mark Hirschi, qui va avoir carte blanche à pas mal de moments pour aller chercher des victoires ou alors au moins des performances. Voilà mes 5 têtes d'affiche, c'est un petit peu celle-là. Hein. Vous savez qu'il y a aussi Antoine Tolouk. Bon, il y a des petits coureurs comme ça, fort sympathiques. Alors après, on est à répartition, début d'année, 1er janvier. Et oui, c'est avant. Tout ça, c'est avant de faire quoi? C'est avant de fixer le niveau de forme de pré-saison. Que je fais déjà tout ça, parce qu'en fait, si je fixe mon niveau de forme avant de répartir mes coureurs, là, je fais les choses dans le mauvais ordre. On a une équipe, par exemple, qui est dédiée au Giro, on a une autre équipe qui est dédiée au Tour de France, et il y a quelques coureurs en commun très rares, mais sinon, pour l'essentiel, c'est scindé, et la Vuelta sera encore une autre histoire. Mais toutefois, voilà, j'aimerais arriver à balayer. Si vous voulez, l'objectif là de cette saison avec Sunweb, et c'est pour ça que je la fais, c'est arriver à gagner un maximum en ayant au final un minimum de très bons coureurs. Voilà, hein, je crois que c'est bien résumé. Alors du coup, il y a quelques coureurs que je fais démarrer en niveau de forme très bas, comme par exemple Benoît et Tolhoek. Il y a une raison à ça, elle se trouve à la fin de l'épisode précédent, mais je reviendrai un tout petit peu dessus. Regardez, Benoît, il vise
un doublé Giro Tour de France. J'ai un doublé de participation dans les meilleures conditions. Voilà, je vais pas non plus me la raconter et dire que je vise de gagner les deux nécessairement, mais je pense qu'il y a moyen, avec cette construction-là de pic de forme, et cette manière-là d'organiser les choses que j'ai détaillé en fin d'épisode précédent, je pense qu'il y a moyen d'être super compétitif sur Giro puis Tour de France. Mais sur Tour de France, et là vous voyez les stages que j'ai sélectionnés, au passage du coup forcément les équipiers de Benoît sur le Giro, vous voyez par exemple que mes Australiens seront de la partie en ce qui concerne le Giro et pas que. Ensuite, il y avait le cas de Asgreen aussi qui se propose, on va parler de Kwiatkowski juste après. Asgreen, évidemment que je l'ai recruté pour gagner Tour des Flandres et ou Paris-Roubaix. Au moins, évidemment, je n'ai pas pris Asgreen pour faire 10ème sur le GP de l'E3. On a donc cogité un peu et mis en place quelque chose. Je vous donne le produit fini. Si vous appliquez cet algorithme-là, en gros, vous avez votre pic au bon moment et il dure. Ça, c'est aléatoire, hein, entre 18 et 24 jours. Ensuite, pour Kwiatkowski, j'ai légèrement décalé le truc. Parce qu'en fait, Asgreen, il a pour objectif Paris-Roubaix, alors que Kwiatkowski, il a pour objectif Tour des Flandres. Et même pas sous pic de forme à des moments, Kwiatkowski, il y a de vrais espoirs de performance sur tout ce que je vous ai signalé. Donc, avec ou sans pic, ok. Mais Kwiatkowski, oui, je vais le remettre sur des Flandriennes. Et pas que, il aura aussi un rôle de leader à un moment sur des tours, etc. C'est vraiment l'idée de donner une carte blanche à Kwiatkowski, de lui dire mon gars, fais-toi plaisir, après quelques années où tu as été équipier, grassement payé certes, équipier de luxe, tu te fais plaisir et tu vas nous chercher un maximum de choses. Jack Haig, mon tout frais champion du monde, bah tiens, on va en parler de Jack Haig, puisque lui et ses sbires, ses acolytes australiens, donc Hindley, Power, Hamilton et Michael Storer, bah en fait, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, ces gars-là. D'ailleurs, toute petite parenthèse, Rob Power, il a performé quand même, il n'était pas ridicule sur Down Under récemment. Et le petit Jay Hindley, mine de rien, il est quand même allé gagner la Ralston Race, c'est-à-dire qu'il a quand même été prendre une course sur laquelle pas grand monde attendait Jay Hindley vainqueur, quoi. J'ai encore vu l'autre jour Michael Storer qui au matin de l'étape du Faron sur le Tour du Var et des Alpes-Maritimes était top 3. Bon, je veux dire, c'est des petits gars dont on pourrait reparler très sérieusement IRL, en fait, assez proche de nous, hein. Et je trouve ça excitant en fait d'avoir cette petite Australian team. Donc une partie de Mason Webb. En plus, il se trouve qu'on avait eu le bonheur de prendre le maillot arc-en-ciel pour Jack Haig. Alors il est évidemment clair que je ne vais pas jouer le championnat d'Australie pour Jack Haig, puisqu'il a déjà un maillot distinctif. On va essayer de voir si on pourrait pas faire gagner l'un des 3 autres, et après l'un des 4 autres. Et après, ce qui est clair, c'est que le jeu lui joue une part énorme, puisque à niveau de forme de pré-saison égale, en fait, le jeu en fait a donné un pourcentage de forme inégal. C'est normal, c'est aléatoire. Donc vous mettez très élevé, ben vous avez de l'aléatoire quand même. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé, ou élevé, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Hindley s'en est le mieux sorti des 4, Hindley est sorti de la pré-saison avec une forme à 90, là où les 3 autres sont sortis avec 83, 84, vers là. Pas terrible en fait, pas très chanceux. Parce qu'entre 81 et 90, si vous prenez 82, vous n'avez pas de bol. Mais c'est pas grave, ça se recoupe après sur la saison. On arrive à rattraper ça sur la prépa. Mais pour le tout début, par contre, il n'y a rien à rattraper. C'est comme ça, c'est une fatalité. Haig fait donc un boulot de malade. Parce que mine de rien, il y a Caleb Ewan et tout. Je vous avais montré un screen juste avant, Rowan Dennis. Il y a de très bons coureurs, Richie Porte également, mais qui sont, ou Chris Hamilton là, ils sont esselés. Et c'est ça le truc en fait, Lucas Hamilton. Il y a de très bons coureurs qui sont esselés. Et donc, esselés, ça veut dire pas d'équipier. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, voilà, il faut que tu durcisses à un moment donné. Mine de rien, vers 3 tours de la fin, j'ai durci.
pour offrir sur un plateau cette victoire à Jai Hindley pour qu'il ait un joli maillot pendant toute l'année. Voilà, c'est ça aussi le luxe du championnat d'Australie. Et voilà, donc il y aura un retour de bâton tôt ou tard. Hindley aura des choses à donner. J'aime bien ce coureur, je vous le cache pas. J'aime bien ce coureur. Je vais simuler l'ITT juste derrière, considérant que je n'ai pas beaucoup de chance. Et à ma grande surprise en simu, il y a Hindley qui va faire 2 quoi. Mais ça, c'est improbable. Hein. Sincèrement, c'est assez improbable. Donc petit Jai Hindley qui va nous assurer aussi la miniature de la série pour la suite. Et on va tout de suite sur Down Under. Et pourquoi Down Under ? Parce que quand même, avec 5 Australiens, si je vais pas sur Down Under, j'ai tout raté en fait. Hein. J'ai tout raté, donc en plus ils sont en bonne forme, je trouve que c'est sympa. J'ai choisi le Tour d'Australie qui s'est récemment disputé. Voilà, parce que il faut... j'ai passé un temps assez invraisemblable à ajuster des variants sur l'épisode que vous voyez actuellement pour remettre les choses, parce qu'en fait automatiquement le jeu était passé à d'autres versions des courses. Ça a été beaucoup de lutte pour réinstaller les variants, mais je vous ai déjà montré comment il faut faire. Voilà, petit commentaire en fin d'épisode que j'ajouterai par rapport aux variants. Je vous renvoie à la toute fin, parce que je vais mettre un petit screen pour préciser ce que je veux dire. C'est Pascal Ackermann qui, sans beaucoup de surprise, vient s'imposer pour le sprint massif de cette étape 1. Est-ce qu'on a des ambitions, nous, au sprint ? Clairement, 0. L'équipe n'est pas construite pour cela. Ça n'est pas grave, c'est un choix. Par contre, au général, oui. Des ambitions, oui. Maintenant, les ambitions, elles passent par quoi ? Elles passent par avoir finalement un podium assez rapidement sur l'étape difficile qui permet de nous positionner, qui fait qu'après on tient notre rang, etc. Down Under, c'est un tour qui se joue à quelques secondes. C'est pas le truc qui se joue à des minutes d'écart. Hein. Du coup, voilà, faut jouer, il faut essayer de prendre une bonif, faut essayer de finasser. Tout petit mot par rapport à mon régène Renfer, le Suisse, jeune grimpeur, ainsi qu'au vrai coureur par contre, Ilan van Wilder, qui est un vrai espoir, lui par contre, du cyclisme belge, en l'occurrence, qui sont les 2 petits jeunes qui accompagnent les 5 Australiens sur ce Down Under. Allez, on est dans le final de l'étape 2, on a notamment Kelderman, Alaphilippe, on a quelques très bons coureurs, n'importe quoi, Ackermann qui s'accroche. Pourquoi est-ce que je parle de Kelderman ? N'importe quoi. On a donc voilà, des mecs qui s'accrochent. Vous avez vu, j'ai laissé un petit peu partir sans m'exciter. Je trouve que Ackermann, mais à la limite sur ce terrain-là, c'est pas scandaleux. Ackermann est drôlement résistant. Il doit avoir un pic de forme, très probablement. Mais la très bonne nouvelle du jour, ça n'est pas du tout le maillot d'Alaphilippe, parce que ça, on va en reparler. Non, la très bonne nouvelle du jour, c'est la 2e place de Jai Hindley qui permet de se caler au général, déjà bien positionné, parce que parfois 2 secondes, ça peut vous faire gagner un Tour d'Australie. Hein. Donc, ok, on en parle. Vous avez donc vu que Julien Alaphilippe a signé chez la Trek Segafredo. En soi, c'est un... Alors, il y a aussi Nibali, je parle de Nibali parce qu'il est chez Trek IRL, qui est parti chez Ineos. Vous avez pas mal de brassage qui s'est fait. J'ai pas voulu intervenir parce que quelque part, je me le suis pas autorisé en fait. Mais il n'est pas dit qu'à l'avenir, je ne m'autorise pas à prolonger par éditeur le contrat de certaines superstars du cyclisme en estimant que, par exemple, il est irréaliste que Julien Alaphilippe quitte de Koenig Quick-Step l'an prochain. Bon, déjà, IRL, il y a une bonne raison à cela, c'est qu'il a re-signé plusieurs années. Mais au-delà de l'aspect nombre d'années, il y a quand même aussi le choix du coureur. C'est délicat de voir. En plus là, vous voyez, sur ce Tour Down Under, il y a par exemple Jasper Stuyven, pourquoi pas, qui vient démarrer sa saison sur Down Under. Oui, pourquoi pas. Allez, on a un boss final, c'est intéressant. Mais il y a également, ils ont recruté aussi Geraint Thomas, Trek. On a comme ça Chico Honey qui est encore présent. Finalement, ils alignent une super équipe autour de Julien Alaphilippe.
Mais je trouve que c'est presque choquant d'avoir aligné autant de très bons coureurs sur Down Under. Ça, c'est encore, on touche à un autre aspect, vers des victoires de Jack Haig. Celle-là, elle n'est pas volée. Et surtout, elle correspond à la stratégie de s'économiser et de sprinter au bon moment. Donc celle-là, elle est un peu stratégique de victoire pour Jack Haig, qui du coup prend une bonif et qui du coup prend le maillot. Mais à rien près, à 2 secondes près. Donc rien n'est fait, on s'en doute bien, surtout qu'après il y a du sprint. Qui dit sprint dit Ackermann fatalement, et possibilité pour ce dernier éventuellement de reprendre le maillot. Donc faut pas s'emballer, tout se jouera très probablement à l'étape 6, celle qui arrive au sommet de Willonga Hill. On en a l'habitude, en tout cas c'est une étape classique sur le tour Down Under. Alors ce qui se passe, alors que vous voyez qu'il y a de jolis décors, hein, la version là comme ça qui a été proposée par la communauté est vraiment intéressante, moi je trouve. Je trouve qu'elle est pas vilaine du tout. C'est pas mal, notre petit Suisse là qui crame dans le désert, le pauvre tout seul, ça fait un peu mal au cœur. Bref, donc voilà, j'ai évoqué Julien Philippe chez Trek. Bah ouais, va falloir s'y faire pour cette partie. Et j'avoue, c'est sale, mais bon. Et puis aussi cette IA qui ah tiens, Arnaud démarre pas mal. Tim Merlier, tiens, le coéquipier de Mathieu Van Der Poel. Ok, cette IA qui finalement, je dirais, aligne des coureurs quand même de manière un petit peu bizarre, surtout en début de saison. On n'ira pas jusqu'au Strade Bianche dans cet épisode-là, mais je les attends avec impatience, notamment pour voir l'inscription des coureurs sur cette course-là, qui mérite un beau plateau. J'espère qu'elle l'aura. Les courses de préparation, vous allez le voir, par contre, c'est bizarrement géré. Là encore, on va faire un petit tour d'horizon juste après ce tour Down Under. Alors après, vous voyez par exemple ici une échappée qui a une chance d'aboutir. C'est intéressant. Elle a une chance d'aboutir parce que y a quelques mecs qui ont comme ça 15-16 minutes au général, donc on sait jamais, ça peut des fois sur l'étape 5, ça peut marcher. Mais bon, après moi je vais rouler en fait. Voilà, je vais rouler parce que le pari que j'ai pris sur cette étape 5, c'est d'essayer de voir si je peux éliminer Ackermann de par un durcissement dans la difficulté avant le final. Mais elle est située, vous l'avez deviné, peut-être un peu trop loin de l'arrivée, ce qui fait que Pascal Ackermann, pour la Bora Hansgrohe, va aller chercher, ça doit être quoi? Ça doit être peut-être son quatrième succès, non? Ou quelque chose du style, non, troisième peut-être. Troisième succès de Ackermann, ou non, peut-être quatrième, je ne sais même pas. En tout cas, il brille sur ce tour Down Under. Des fois, on a des arbres devant la ligne d'arrivée, c'est assez amusant. Mais ça fait partie aussi du folklore, des profils variants comme ça créés par la communauté. Allez, étape décisive que cette étape 6. Et là, attention, Willonga Hill, c'est pas très long, mais il faut quand même pas craquer non plus en donnant tout de suite. Et du coup, première ascension, hein, donc c'est pas l'arrivée. Première ascension dans Willonga Hill, ça, c'est pour essayer de voir où on en est. Donc on ne force surtout pas, on ne se crame pas, on s'adjuge juste une place dans les 20 premiers, histoire de passer, ensuite récupérer un petit peu sur le plat et surtout ensuite dans la descente. Voilà, vous voyez que notamment Ackermann est toujours là, hein. il résiste bien. Je pense que sur cette étape-là, il faut jouer stratégique. Est-ce qu'on a intérêt à rouler? Non. Parce que moi, si l'échappée va au bout, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonification. S'il n'y a pas de bonification, Julien Alaphilippe, qui est quand même le meilleur puncher du lot, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Julien Alaphilippe ne pourra pas prendre de bonif, et il suffirait alors de terminer dans le même groupe que lui, même si on termine derrière, et deuxième partie, il faudrait que Ackermann soit lâché quand même dans cette deuxième ascension de Willonga Hill. Donc ça fait deux conditions, mais qui sont pas impossibles à remplir. Du coup, je me poste à l'avant,
mais je me mets pas non plus dans le rouge. Voilà, l'idée c'est par contre de sprinter à la toute fin quand même. Voilà, hein. On voit que l'échappée l'a emporté, donc pour nous c'est parfait. Julien Alaphilippe va terminer devant Jack Haig sans problème. Ouais, victoire de Caruso. Il va terminer devant Jack Haig. Et ce qui est à noter, c'est que maintenant on attend tous l'arrivée de Ackerman. Voilà, tout simplement. Alors, Pascal Ackerman sera-t-il crédité d'un temps, d'un écart, ou pas? C'est toute la question. Suspense. Eh bien oui, Pascal Ackerman a été crédité d'un retard sur cette étape-là. Vous savez, des fois, avec les écarts sur PCM, c'est pas toujours, c'est pas toujours garanti. Hein. C'est pour ça que j'émettais un doute en fait sur le fait qu'il y ait eu cet écart comptabilisé ou pas. Voilà, les podiums. On a la satisfaction d'avoir pris donc ce tour Down Under pour Jack Haig. Et on passe ensuite à une course, là aussi assez incertaine. Elle est incertaine cette course, c'est la Cadel Evans classique. Alors, sur laquelle, évidemment, j'aligne la même équipe. On n'a toujours pas de pic de forme, mais c'est pas très grave non plus. Il y a évidemment, si on avait un sprinter là-dessus, ce serait optimal, mais il va falloir plutôt compter sur les dernières bosses là qu'on aperçoit, dernières bosses pour faire une petite différence. Ça veut dire s'échapper d'une vingtaine, quinzaine de secondes, tenir le coup, parce qu'on aura aussi fatigué des équipiers. Avant cela, on peut par exemple signaler qu'il y a Davide Cimolai qui est présent comme sprinter. Il y a un baroudeur assez fort. Tiens, on voit Richiese qui sort dans le final. On va lui prendre la roue. Hein. On va aller chercher Richiese avec Storer. Storer qui a bien progressé. Il est à ce stade-là à 75 en vallon et 74 en montagne, alors que moi je le voyais plutôt comme un grimpeur, Michael Storer. Et visiblement l'entraînement, de manière aléatoire, a envoyé sur Storer un peu plus de vallon que de montagne. Ça arrive, c'est pas grave. Donc voilà, on va voir s'il y a moyen comme ça de partir. Je pensais à Rob Power, pour être franc. J'aurais bien envie que Rob Power la prenne, parce que j'aime bien Rob Power, et puis parce que aussi j'aime bien le partage dans mon équipe. J'aime bien le partage. Alors c'est vrai que on va donc travailler pour ça, voilà, hop, Rob Power qui part, puis je me cale dans la roue du poursuivant, c'est Luke Rowe. Rob Power va-t-il tenir? C'est toute la question. Rob Power va-t-il tenir dans ce final de la Cadel Evans classique, Eh bien, Jack Haig en tout cas est en embuscade au cas où Power buterait. Il va y avoir comme ça, voilà, une petite, tout petit peu montée là, hop, et derrière, descente. Et en fait, je sens qu'il cale le pauvre, il cale, et donc j'y suis allé avec Haig. Pour conclure le truc, parce que sinon, c'est Phil Bauhaus qui revenait, et même d'ailleurs Richiese qui a sauté un peu tout le monde sur la ligne. Donc Rob Power, il lui a manqué pas grand chose. Il lui a manqué 100 mètres, 200 mètres. Voilà, c'est comme ça. Donc dommage pour le partage. On est pas du coup, on a Jack Haig qui a trusté comme ça deux victoires. Allez, petit tour en Colombie, je le fais jamais, mais là, c'est histoire d'aller rendre une petite visite à notre ami Michał Kwiatkowski. Michał qui démarre sa saison. Alors j'ai fait un truc que je ferais pas dans l'arrêté, mais que je suis obligé de faire à cause du jeu, puisqu'il y a des histoires de jours de course, etc. Pour calculer les pics de forme. J'étais obligé de le mettre en Colombie, et 5 jours plus tard, il dispute le Tour du Var. Bon, vous allez me dire 5 jours. Ouais, mais dans l'idéal, avec le décalage horaire, la fatigue, début de saison, ouais, respecter les rythmes, les biorhythmes des coureurs. J'aurais jamais mis Kwiatkowski sur un enchaînement Colombie Tour du Var IRL. Mais bon, voilà. Donc cette première étape, difficile, hein, l'étape 4, je suis déçu. Je suis très déçu, parce que au final, l'opposition n'est pas assez forte. Je vous parlais tout à l'heure de la distribution des coureurs sur les courses de début de saison par l'IA. Bah là, c'est quand même dommage d'avoir méprisé ce tour de Colombie, parce que j'aurais bien aimé avoir quelques grimpeurs colombiens en face de moi, même perdre, je m'en fous.
Je m'en fous de perdre. Je veux juste qu'il y ait quelque chose d'épique qui se passe, ou quelque chose de sympathique au minimum. Bref, on a donc fait un triplé sur l'étape 4, ce qui garantit quand même pas non plus pleinement les choses, même si on se doute bien que ça va être délicat pour l'adversité de nous faire du mal. L'homme que vous voyez échapper là-bas devant, c'est Gianluca Brambilla. Il est très bien placé au général, ce qui fait que j'essaie de revenir, mais doucement, sur lui. On a Wilco Kelderman qui travaille, Jack Haig. En fait, chacun de mes 3 coureurs est capable de prendre le général, mais il faut revenir sur Brambilla, et finalement, celui qui est le plus en forme ce jour-là, c'est Jack Haig. Vous allez me dire, encore quoi? Tu nous parles de partage? Ouais, mais je fais ce que je peux. Si Jack Haig est plus costaud que Kelderman en montagne, oui, j'y peux rien. Ensuite, ce jour-là en plus, puis Jack Haig, il a quand même 78, hein. Il a 78 en MO, il a 76 en vallon, c'est un super coureur en fait, hein. Pour ça je vous disais, c'est vraiment mon 4ème meilleur coureur, mais très clairement, hein, de cette équipe. Il aura des missions. Tour du Haut-Var, on va donc aller, comme je vous l'ai dit, voir le prolongement de la prépa de Kwiatkowski. Et puis je vais tenter un truc, parce qu'en fait, Kwiatkowski, il a plus d'1 minute de retard, et il est 23ème. Il est donc hors du top 20, et je voulais voir s'il y a laissé s'échapper Kwiatkowski, qui aurait pu peut-être aller au bout d'une échappée sur le Mont Faron, renverser le tour, etc. Parce que sinon, j'ai Michael Storer qui est placé. Qui est placé au général. Donc, ça n'a pas trop marché. Là, on est dans l'approche du Mont Faron. Juste avant, il y a ce qu'on appelle le col de garde. C'est la petite difficulté que je franchis parfois, moi, avec mon vélo. Voilà, col de garde. Tac, en partant de Sainte-Anne-d'Evenos. Et puis, derrière, c'est la descente sur l'ouest toulonnais. Et tout de suite, hop, la remontée vers le sommet du Mont Faron. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Thibaut Pinot, que vous voyez avec un joli maillot jaune, et qui donc est leader avant cette étape-là, et dont on peut se demander si sur les pentes du Mont Faron, et le Mont Faron c'est pas l'Alpe d'Huez non plus, hein, faut pas rigoler, hein, est-ce qu'il y a moyen de s'accrocher à lui, ou peut-être même sur une défaillance, qui sait quoi, qui sait. Du coup, allez, je cale Storer dans la roue, mais je crois qu'on a compris. Je crois qu'on a compris que ça va être délicat d'embêter Thibaut Pinot, qui a quand même pas de concurrence vraiment à son niveau, hein, sur ce Tour du Var. Ouais, juste après la flamme rouge, Thibaut Pinot va s'envoler vers une victoire en solitaire. Très jolie victoire pour Thibaut Pinot. Bah voilà, ça fait plaisir. Je trouve que le jaune lui va si bien à Thibaut Pinot. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Thibaut Pinot maillot jaune, c'est trop beau. C'est comme Julien Alaphilippe avec son beau short bleu là. Enfin, remarquez, il était en jaune et jaune des fois, hein, mais tous ces deux-là, Pinot Alaphilippe, le jaune leur va tellement bien. Ah là là. Bref, ça nous rappelle le Tour de France de l'été dernier. Pendant ce temps-là, en Algarve, on a les débuts de Casper Asgreen. Casper Asgreen qui se retrouve 2ème derrière un hypothétique Antonio Carvalho au général avant la 5ème étape, qui est vallonné. Du coup, je me dis, en fait, ça se tente, hein. Ça se tente, c'est moyen d'aller chercher le général du Tour d'Algarve, ou au moins d'essayer avec Asgreen. Du coup, vous avez vu, j'ai emmené le petit Vingegaard, mais Vingegaard, il est au frigo, lui, il est en réserve avec Tall Hook. Ils vont intervenir un peu plus tard dans la saison. En fait, ils ont une prépa qui est un peu calée sur celle de Benoît. Vingegaard, j'utiliserai sur Ardennes notamment. Par contre, le reste de l'équipe, avec Dance, avec Sutterlin, avec les gars qu'on connaît de l'année précédente, ça c'est du bon Flandrien qui prépare sa saison. Et voilà, on est dans le final. Flamme rouge, vous voyez que le petit Carvalho s'accroche. Il est dur à décramponner, il aura fallu tout le travail de Marc Hirschi pour ensuite libérer Asgreen. Asgreen qui, c'est encore la même interrogation que tout à l'heure, hein. Est-ce qu'il y aura une différence comme Ackermann tout à l'heure? Est-ce qu'Ackermann allait prendre un écart? Est-ce que là, le petit Carvalho va se faire comptabiliser un écart? A priori, on a tendance à penser que oui, même si Dan Martin n'était pas loin de le ramener. Oui, c'est donc une victoire finale sur ce Tour d'Algarve qui a vu récemment une masterclass de Remco Evenepoel. Tour d'Algarve pour l'ami Casper Asgreen. Et puis, évidemment,
on arrive à un autre rendez-vous au World Tour, le 3e donc de la saison, avant de rentrer dans le vif du sujet un peu plus tard, puisqu'on ira sur Omloop la semaine qui suit, c'est quand même donc beaucoup d'excitation, Omloop, puis Strade Bianche la semaine encore suivante, le samedi. Bon, écoutez, tiens, petite parenthèse, il se murmure que Tirreno et Milan-San Remo sont menacés par le coronavirus. Ce serait, sur le point de vue cycliste, ce serait un crève-cœur absolu. Espérons que les choses rentrent un petit peu dans l'ordre d'ici là. Je referme ma parenthèse. J'ai emmené mon petit sprinter Eckhoff, ainsi que celui qui lui sert, en l'occurrence là, de poisson pilote, le petit Canter, Max Canter. Ce sont mes 2 sprinters en fait dans l'équipe que j'ai conservée. Et Eckhoff, sur cette première étape du Tour des Émirats, vient faire 5, ce que je trouve pas si pourri que ça. Et on notera quand même le pied de nez de Tennyson vis-à-vis de Dylan Groenewegen, puisque Tennyson, qui est quand même censé emmener Groenewegen, a terminé devant. Attention au crime, le crime de l'aise Dylan Groenewegen. Ici, j'ai fait une tentative après sur l'étape 2 pour m'amuser, parce qu'il y avait un vent à décorner les bœufs, hein, comme on dit, un vent de folie sur cette étape. Ça a monté à 47, à 50 par moment là. Je me suis dit, tiens, tu laisses, tu n'interviens pas. Évidemment pas avec Jack Haig qui jouera le rôle de leader. Hein. Non, avec Wilco, parce qu'à la limite, si Wilco il prend du retard, ça me permettra de l'échapper dans une étape suivante. Donc c'est pas très grave. Et regardez, si on touche à rien, voilà ce qui se passe. Énorme. Énorme. On se prend des bordures de folie. Le peloton, il est explosé en 5 ou 6 morceaux en tout. Pardon. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc je voulais voir. Et j'ai vu. Par contre, mon leader à l'avant, Jack Haig, voilà, va devoir réagir un petit peu par rapport à ce final dans lequel les favoris ont cherché à s'extirper. Si vous voyez un Trek Segafredo qui a l'air très fort, c'est Julien Alaphilippe. On est dans la continuité du tour Down Under quelque part pour cette équipe. Ouais, les équipes, elles avaient par contre une belle équipe hein, sur Tour UAE, ça fait plaisir. Voilà, c'est logique hein, quelque part. Mais bon, donc on n'est pas trop mal situé. Peut-être l'effort a été accompli un tout petit peu trop tôt. Il aurait peut-être fallu garder la roue de Julien un petit peu plus longtemps. Après, on voit Max Sharman, on voit Primoz Roglic. Bon, il y a vraiment du monde. Même Miguel Angel Lopez a performé. Il y a un joli plateau, hein. Très clairement, il y a un joli plateau. Et il n'y a pas vraiment non plus à rougir de faire seulement top 10 sur celle-là pour Jack Haig. J'ai mon retard. On va pouvoir s'échapper. Miam miam. Ou pas d'ailleurs, parce que s'échapper, c'est bien, mais si l'IA elle a décidé de rouler et de pas laisser partir l'échappée réellement, ou de pas lui laisser trop de champ, parce qu'au final, il faut qu'il y ait une échappée reprise avant la dernière difficulté du jour, ben on n'a pas le choix, on est obligé de subir ça. Donc Jebel Hafet, 7,5% sur 11 km, avec surtout des passages un petit peu plus costauds. Ben c'est parti, c'est parti. Alors à noter, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Sur ce Tour UAE, il n'y a pas de CLM par équipe, ok, mais il y a aussi 2 fois la même ascension que celle-ci. On retrouvera juste après à l'étape 5, ma foi. Pourquoi pas, faut dire, ils doivent peut-être pas avoir, je suis jamais allé, hein. Je suis jamais allé aux Émirats Arabes Unis, mais je suppute qu'ils n'ont pas 1 milliard d'ascensions à proposer. Bon, voilà, confirmé ou pas. On a pris la roue de Miguel Angel Lopez, histoire d'essayer de revenir sur, notamment il y avait Adam Yates et Valentin Madouas qui a une deuxième... voilà, non, ça va quand même, il s'est calmé Valentin. Il s'est calmé, donc victoire pour Miguel Angel Lopez sur cette étape 3, et Haig prend la deuxième place, ben, c'est plutôt flatteur. Et c'est plutôt une bonne opération de prendre cette deuxième place, puisqu'elle est bonifiée. Ce qui met d'ailleurs Jack Haig à la deuxième place du général. Bon, tout devrait se jouer donc non pas sur les étapes 4, 6 et 7 qui sont dévolues aux sprinters,
mais sur l'étape 5, qu'on aura dans très très peu de temps, parce que je fais un résumé assez bref sur l'étape de sprint. On a compris que je joue ma petite carte avec le jeune Aikoff, lancé par Max Canter, mais sans y croire non plus énormément. Il faut pas non plus croire qu'un type qui a 73 en sprint et 74 en accélération va damer le pion des Gaviria, Honohagen, même Moschetti est pas mal, Moschetti il est bon. Je l'ai vraiment laissé partir parce que je l'ai chez Astana, mais sinon je l'aurais gardé. Bref, voilà. Donc statu quo au classement général, et on arrive donc sur le révélateur de ce tour UAE qui est cette étape 5. Alors je retente mon coup, moi. Je renvoie Kelderman, voir s'il va y avoir le même scénario ou si ça va être légèrement différent. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être exactement pareil. À savoir, échappée reprise avant même le début de l'ascension. Alors il y a Aikoff qui s'est gamellé en montée. Je vais expliquer comment. Bref, c'était plutôt rigolo ça. Et puis voilà, on fait avec les moyens du bord. On n'est pas venu très très fort sur ce tour UAE, c'est pas un objectif du tout. Mais c'est vrai que l'appétit venant en mangeant, comme souvent d'ailleurs dans ce jeu, euh, dans mes carrières, ça m'arrive souvent d'avoir comme ça des envies qui apparaissent de performer, alors qu'au départ, je me fichais totalement d'une épreuve donnée. Et Jack Egg va être seulement, j'ai envie de dire seulement, vu le plateau, c'est vachement bien, mais seulement quatrième. Geraint Thomas s'impose, et d'ailleurs, Geraint Thomas s'imposera très vraisemblablement à l'issue de ce tour UAE devant Adam Yates. On se souvient, Adam Yates, c'était sur l'étape 3, justement, IRL, il a mis une 30 à tout le monde, ou une 40. Bon, donc Adam Yates, qu'on retrouve, c'est plutôt sympathique. L'étape 6, qu'on a là sous les yeux, va sourire probablement à l'échappée, puisqu'il y a un écart assez considérable qui s'est fait. Il y a une petite bosse là qui revient 3 fois, je crois, qui est amusante, mais il y a eu cassure dans le peloton, mais pas dire que ça ait vraiment changé grand-chose au classement général. C'est Driss de Bont qui s'impose. Il a eu le dessus sur ses 3 compagnons d'échappée, et notamment Victor Kampenhardt, notamment. Et puis, toujours pareil, un petit sprint pour l'étape 7. C'est amusant au fond parce que disputer comme ça le sprint avec des mecs qui sont vraiment pas au top, bah, enfin, moi ça me distrait en fait. Voilà, j'aime bien. C'est pour ça que je recrute pas souvent de sprinters vraiment de renom, parce que déjà financièrement, ça empêche de mettre l'argent sur d'autres types de coureurs qui peuvent s'imposer sur des terrains un petit peu plus variés. C'est pour ça souvent que je fais un choix, c'est un choix financier. Et puis parfois avec un type qui est pas très bon au sprint, eh ben non. On s'est fait damer le pion par Elia Viviani qui est revenu d'extrême vitesse. On a failli croire que Aikoff allait s'imposer sur l'étape 7, ce qui aurait été phénoménal. Ça aurait été une victoire, première victoire en World Tour pour ce jeune garçon. C'est pas grave, c'est que partie remise. Il y a bien un moment où ça va claquer. Et puis Jack Egg va prendre une 4ème place au général qui n'est pas non plus honteuse, histoire de boucler l'épisode. Donc on est dans les starting blocks pour entamer la vraie saison. La vraie saison, c'est celle qui démarre pour moi à partir du Omloop Het Newsblad. Voilà, on va achever cet épisode, non sans avoir dit un mot sur quelqu'un qui m'a fabriqué de jolis maillots que vous verrez progressivement apparaître. Il a même fabriqué un maillot spécial Tour de France, il s'est gavé, il a fait du gros taf. Merci Anthony, vous verrez ses productions à mon sens dans les épisodes qui suivront. Et puis un tout petit mot pour dire que je croise les doigts à tout prix pour que cette histoire de coronavirus ne nous prive pas d'un enchaînement Strade Bianche, Tirreno, Milano San Remo, dont on a tous envie, nous les amoureux de cyclisme. Bon, croise les doigts pour que peut-être que les cas soient circonscrits et qu'on puisse isoler les malades, ou bref, que le truc il avance. Et puis après, c'est sûr que je crois qu'il y a quand même un truc qui prime sur le sport, c'est aussi la santé. Bye bye, à très vite.